Est-ce que l'intelligence artificielle est responsable de la baisse des commentaires dans certains forums tels que Stack Overflow? La réponse dans quelques instants. Rob Pike n'est pas content et on vous explique pourquoi en fin d'épisode. Le réseau PayPal permet d'envoyer et de recevoir des factures électroniques. Simplification ou outil de contrôle? Il y a débat et c'est presque philosophique. Faire tourner Windows sur Linux, c'est la promesse de l'OS 32. Il sera également question de pneus et de robotique dans ce nouvel épisode des Techno. Bonne écoute. Premier épisode de l'année 2026, l'épisode du mois de janvier 2026 forcément. Nous avons avec nous presque toute une partie de l'équipe, mais pas toute l'équipe non plus, faut le reconnaître. Sébastien d'un côté, salut Sébastien. Hello. Salut Aurélien. Salut. Et salut Xavier. Salut, bonne année. Bonne année Xavier. Et bonne année à tous évidemment. Je dis une grosse partie de l'équipe parce qu'il y a une autre partie de l'équipe qui est soit est en vacances, soit bosse. C'est le cas de Thierry qui est actuellement à Las Vegas au moment où nous enregistrons et qui est au CES à Las Vegas. Donc peut-être qu'à un moment donné, il viendra nous parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entrevu et de ce qu'il a compris de cette nouvelle édition du CES. Nous, on a de l'actualité technologique, vous le savez. Cet épisode est fait pour ça, pour brasser un petit peu une certaine actualité technologique, telle que mes petits camarades l'ont vu durant les semaines qui viennent de s'écouler. Et on va tout, si vous voulez bien. Je dois me remettre un peu dans le bain aussi, hein. Donc je démarre un petit peu lentement. Si vous le voulez bien, on va commencer avec Xavier. Et donc, Xavier, tu voulais nous parler, alors c'est très précis, de la baisse du nombre de commentaires sur Stack Overflow. Il faut nous expliquer tout ça. D'abord, juste un petit rappel. Stack Overflow, c'est quoi? C'est en fait un site qui, pendant plus de 15 ans, si vous étiez développeur ou bien si vous aviez un bug incompréhensible, un message d'erreur que vous ne compreniez pas ou bien un problème avec une API, par exemple, qui était mal documentée, le premier réflexe qu'on avait, c'était d'aller sur un moteur de recherche, de taper l'erreur ou le problème qu'on rencontrait, et généralement on arrivait sur un site qui s'appelle Stack Overflow. Et Stack Overflow, c'était vraiment un endroit où en fait il y avait, il y a toujours, mais un savoir technologique qui était partagé entre plein de développeurs avec des millions de questions, des millions de réponses, pas toujours bonnes, mais l'avantage c'est qu'elles étaient parfois elles étaient souvent commentées et ou validées par la communauté justement, avec une communauté qui était mondiale. Des règles qui étaient quand même assez précises, mais avec une promesse finalement qui était quand même intéressante, c'était qu'on avait une réponse ici qui était humaine, puisqu'on va faire la différence avec l'IA, qui était vérifiée puisqu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient dire si c'était juste ou pas. Elle était même argumentée et elle était publique, donc on devait pas forcément payer spécialement pour avoir la réponse. Et donc malgré ça et malgré tous ces millions de questions-réponses, en fait, aujourd'hui, Stack Overflow est vraiment en chute libre. Alors, si vous allez voir les sources qu'on va vous donner, vous allez voir qu'on a des graphiques qui montrent aussi qu'il y a une tendance parfois baissière, mais ces derniers temps, baissière avec différents événements. Par exemple, je sais qu'il y a eu le Covid, il y a eu différents facteurs qui ont fait parfois qu'il y avait des hausses ou des baisses de trafic, mais en décembre, ici, il y a eu une publication qui montre qu'il y a vraiment une baisse très impressionnante parce qu'en fait, en décembre, il y a eu 80% de questions en moins par rapport au pic historique. C'est-à-dire pratiquement presque au lancement de la solution. Donc la traduction de ça, c'est que les développeurs ne posent quasiment plus de questions sur ce genre de site. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la réponse, elle est toute simple, c'est l'IA, tout simplement. Depuis l'arrivée d'outils comme ChatGPT, Gemini et autres, en fait, la manière de chercher la solution à des problèmes, de l'aide ou autre, a vraiment changé. On prend plus comme réflexe de poser une question spécialement dans un moteur de recherche ou sur un forum, dans le forum, pour rappel, il fallait attendre d'avoir quelqu'un qui se penche sur la question, d'abord qui connaissait la réponse, et
puis en plus de ça, il fallait que ce soit la bonne réponse. Donc il fallait attendre, il fallait parfois reformuler sa question parce que ce qu'on avait dit n'était peut-être pas assez complet ou assez précis, simplement parce qu'on n'était pas forcément assez compétent pour poser la bonne question. Parfois, on se faisait refuser par la modération parce que le site de Stack Overflow quand même était pas mal au niveau modération. Il redirigeait parfois en disant ce genre de questions c'est pas dans le bon forum, enfin c'est pas dans ce sujet-ci, etc. Parce qu'il y a des grands classiques et donc à un moment donné les gens à force de poser des questions ça multiplie et comme un peu partout à un moment donné il y a quelqu'un qui dit ça c'est un sujet qui a déjà été développé dans ce sujet-là, dans ce forum-là, dans cette etc. et qui redirige plus ou moins manu militari. Oui, mais les gens qui posent des questions, mais ça fait partie des règles d'usage. Et c'est nécessaire pour avoir un contenu qui soit digeste entre guillemets pour ceux qui parcourent les différentes choses. Et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on va s'ennuyer avec ce genre d'outils alors que maintenant une IA peut répondre immédiatement avec un langage qui est compréhensible. On peut lui demander de reformuler si on comprend pas certaines choses. Elle peut s'adapter en plus à des portions de code en disant j'avais oublié de poser cette question-là. Est-ce que tu peux remettre? On peut préciser le framework, la version, etc. La version. Et donc, aujourd'hui, un développeur, il va plus demander comment est-ce que je fais ça en JavaScript. Il va dire, voilà mon code, j'ai une erreur, corrige-moi ça. Ou bien, mais je veux mettre un formulaire qui vérifie telle et telle chose et qui fait ça après. Et donne-moi le code et fais-moi ça. Et en fait, on va obtenir une réponse quasiment instantanée. Alors, il y a évidemment des bémols par rapport à ça. Mais dans une interview récente qui a été faite par le CEO de Stack Overflow, le CEO dit lui-même qu'ils ont un peu une alerte code rouge parce qu'il reconnaît que le modèle historique, le business model historique est vraiment menacé et que c'est pas seulement un problème économique ou statistique, mais c'est vraiment culturel. C'est la tendance vraiment des gens qui évoluent et Stack Overflow était basé sur l'idée que le savoir en fait se construisait collectivement en public parce qu'il fallait pas que ces informations restent confinées à certaines personnes avec un débat, éventuellement des contradictions, etc. Alors que l'IA, elle propose un savoir qui est privé parce qu'en fait la réponse que vous obtenez, il y a que vous qui l'avez. Elle dépend d'une société qui a collecté des données à des endroits que vous ne connaissez pas forcément, donc elle peut un peu orienter quelque part les réponses aussi. C'est instantané, mais donc c'est souvent opaque. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas si c'est juste. On ne sait pas s'il y a un code caché éventuellement. Bon là c'est rarement le cas, mais c'est possible. Et donc on ne sait pas non plus si la réponse est à jour parce que parfois vous allez poser une question et en fait l'IA elle a travaillé sur une version ancienne du code ou du framework que vous utilisez en majorité et donc elle va vous donner des réponses. Vous allez mettre ça dans votre code et vous allez vous rendre compte que ça marche pas et puis à tâtons vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est parce que la réponse ne correspond pas à la version que vous avez émise. Avec un autre risque, Xavier, je t'interromps 2 secondes, c'est que comme plus personne ne fait de commentaires sur Stack Overflow, à un moment donné, les IA ne vont plus avoir de sources pour se documenter et pour enrichir leur base de données. Donc, ça va aller de moins en moins bien, si j'ose dire. Plus on avance dans le temps avec des évolutions, comme tu le disais, de versions et de qualité de langage et autres, à un moment donné, cette IA va être dépassée puisqu'on ne partage plus notre compétence avec là, tu soulèves directement une des questions ou des questions ouvertes à un débat que j'allais soumettre à la fin. Effectivement, c'est que si on publie plus des questions publiques, en fait, que va devenir le web, quoi. C'est la même chose pour le contenu. Si on demande tout le temps de faire des nouvelles recettes, par exemple, pour les gens qui font de la cuisine sur une IA, mais que plus personne partage des nouvelles recettes, au bout d'un moment, il y aura plus rien, à moins que les gens... Il y a une forme, et en plus, il y a un problème de génération aussi, de régénération de contenu. On le voit avec des images, par exemple. On a remarqué que les images de certains moteurs d'IA, de création d'images,
tirait plus vers le bleu ou vers le jaune, par exemple. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est de plus en plus bleu ou jaune. Simplement parce qu'il y a une espèce de régénération de contenu, parce qu'il commence à tourner en boucle, il utilise du contenu qu'il a déjà généré dans le passé pour en générer du nouveau, et donc une espèce de, j'allais dire, une consanguinité interne au système qui fait que voilà, si l'être humain ne produit plus de photographies ou de dessins et autres, à un moment donné, l'IA, elle a plus de source pour quelqu'un. Ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Je sais pas ce qu'en pense nos petits camarades, puisque tu voulais lancer un débat, Xavier. Allons-y gaiement. Aurélien, t'avais un truc à rajouter? Alors plein de choses. Le développeur ou l'homme avec un grand H, plus il aura une solution simple qui lui demandera peu d'efforts, plus il va aller vers celle-là. C'est la fainéantise à son paroxysme. Donc entre écrire avec des doigts et poser un prompt, voilà. Et puis l'immédiateté aussi. Moi, je me souviens, il y a des années de ça, vous écriviez une question, le temps vous pouviez attendre plusieurs heures, plusieurs jours que quelqu'un réponde. Ça nous faisait aussi apprécier ce qu'on faisait, je trouve. Alors que maintenant, on sait que voilà, il y a une rapidité, une immédiateté dans tout ça, qui fait que on apprécie peut-être moins les recherches, les grattages de cerveau. Ouais, mais sur l'aspect humain, l'aspect réserve d'information, en gros. Le fait que, finalement, à un moment donné, si plus personne ne pose de questions, là on parlait de Stack Overflow, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi, que plus personne ne fait de photos, on ne fait plus de dessins, mais n'importe quoi. Mais tout le monde... Plus rien n'est public, du coup. D'abord, plus rien n'est public, et puis à un moment donné, l'intelligence artificielle, elle a beau être intelligence, mais elle reste quand même artificielle, elle ne crée rien, elle ne produit pas de contenu, elle ne fait que transformer ce que nous on a créé. Donc à un moment donné, ça va coincer, quoi. Je vais faire un petit teaser, je vais aborder dans la suite de l'épisode la polémique Rob Pike, donc on va en reparler de ces histoires-là. N'en dis pas plus, ce sera plus tard dans l'épisode. Sébastien avait peut-être quelque chose à rajouter lui aussi. Bien sûr. Alors en fait, moi je regardais le graphe d'utilisation de nombre de questions posées par mois de Stack Overflow depuis 18 ans, parce que Stack Overflow c'est quand même 18 ans. C'est pas neuf, ça c'est clair. Et donc le pic était en 2014 avec quasi... alors ma vue est un peu trouble, mais alors ça a l'air de nombre de... C'est 2 200 000, je sais pas trop, il va falloir que je zoome. Par mois. Et puis, en fait, ça a été divisé par 2 jusqu'en 2022. Mais on parlait pas encore vraiment de GPT. Hein, et entre 2022 et 2023, on a encore divisé par 2. Et en 2024, on est revenu. On peut dire que cette baisse n'est pas uniquement due à l'intelligence artificielle. Et là, on est revenu au niveau de 2009, 2008. Donc, comment on l'explique si c'est pas l'IA? Alors comment on l'explique? Il y a pas des explications sur tout, mais en fait ça fait je suis un vieux dev. Vous l'entendez à ma voix, c'est une vieille voix de fumeur dev qui a crapoté, barbu. Qui avait le temps de fumer en attendant la réponse sur Stack Overflow. J'ai jamais posé une question sur Stack Overflow de mon souvenir. Et en fait, c'est vrai que moi, ça m'a jamais... L'interface, j'ai toujours trouvé ça un peu trop un peu lourd, rugueux. Et en fait, les réponses que tu as étaient plutôt à la limite du Slashdot. Je sais pas si vous connaissez Slashdot, c'était un site de news IT, un des premiers en fait, et qui existe encore toujours. Et c'était vite trollesque. Enfin, c'était très. Ça dépendait des sujets. Enfin, ça dépend des sujets. Hein. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Stack Overflow est assez bien tenu et alors vraiment les très très newbies peuvent s'en prendre à un moment donné plein la tronche. Mais finalement, c'est ceux qui en foutent plein la tronche qui sont mis un petit peu au banc parce que c'est pas sympa de réagir comme ça. Tout le monde débute, tout le monde a le droit de débuter, de poser des questions bêtes et les gens qui se comportent un peu de manière hautaine, quand tu grattes un petit peu et que tu regardes ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils ont déjà fait eux, tu te dis finalement c'est un comportement juste inadmissible en communauté, point barre, et on passe à autre chose. Et voilà. Mais moi, pour avoir fréquenté Stack Overflow, c'est vrai que j'y ai jamais vraiment posé de questions, mais j'ai lu beaucoup de réponses parce que souvent je trouvais les réponses que j'attendais dans les questions, parce que c'est vrai que c'est une somme d'informations assez conséquente. Et comme je suis pas non plus, je suis pas un développeur moi, mais je m'intéresse à des choses mais qui sont déjà peut-être un peu passées, donc forcément
forcément, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés avant moi et qui ont documenté le truc. Et donc, j'y trouvais souvent, je retrouvais des informations qui me permettaient de trouver des solutions. Mais il y a quelques pages de COBOL. Tout le monde n'est pas. Elles n'ont pas disparu. Non. Et donc, il y a quelque chose qui était intéressant. Alors, reprenons les cours d'histoire. C'est que depuis, je pense que c'est depuis l'époque de Léonard de Vinci, il n'y a plus aucun homme qui est capable d'avoir toute la connaissance de l'humanité dans une seule tête. Non, c'est juste. Et donc, le fait d'avoir un outil, que ce soit l'IA ou un autre outil, qui puisse... Avant, c'était Google, mais c'était la même chose, c'était juste un petit peu plus compliqué, un peu moins immédiat, d'avoir accès à toute la connaissance humaine en un seul clic. Ici, à pouvoir avoir une explication, c'est quelque chose d'assez magnifique, et ça te rend une forme de surhumain, c'est-à-dire que tu as un problème de chauffage. Je prends un cas concret, hein. Tu prends juste une photo de la carte, ouais. Et en un coup, il peut t'expliquer tous les composants, la carte, le machin, et tu as... T'as même pas besoin d'aller lire le manuel qui va pouvoir t'expliquer exactement comment fonctionne le truc, et tu dis ok, alors il faut toujours réussir à le comprendre, c'est quand même si t'as 2 de QI, ça va quand même être difficile, mais pour les gens qui ont les capacités et qui ont l'envie d'apprendre, c'est des outils qui peuvent te donner des trucs voilà. Après c'est dommage quand ils hallucinent, mais globalement ils donnent quand même beaucoup de trucs. Mais l'idée n'était pas de parler de l'intelligence artificielle, c'était juste de savoir si l'intelligence artificielle, de quoi elle se nourrit, oui. et comment. Mais ça répond aussi à la question que vous donniez, parce que tu disais, oui, mais alors, où elle va se nourrir ? Elle va se nourrir que, déjà, de toute façon, aujourd'hui, si tu veux toute la connaissance humaine, tu savais pas l'avoir dans une seule tête. Donc, c'est pas le fait que... il y en a déjà beaucoup. Si on reste dans le code, imagine qu'il y a un nouveau langage qui apparaît aujourd'hui. Okay, et que tu mets les mains dedans, tu commences à travailler dessus, etc. Si tu poses une question, comme c'est tout neuf, tu poses une question à n'importe quelle intelligence artificielle sur tiens, comment est-ce que je dois coder ça, ou comment est-ce que ma ligne de code est correcte ou pas, il n'en sait rien. L'intelligence artificielle, elle n'en sait rien parce que personne n'a encore documenté la chose. Que si. Parce que si tu sors un langage, tu dois le documenter. Tu vas pas avoir beaucoup d'exemples, mais la documentation suffit à aborder le langage. T'es pas obligé le code qu'il te génère, il l'a pas copié de Stack Overflow. Il a compris comment ça fonctionnait pour pouvoir te générer la même chose. Donc à partir du moment où il comprend comment fonctionne un langage, il sait te le générer en n'importe quoi. Okay. Donc je pense que c'est plus ou moins un faux débat de l'IA. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même à un moment donné, je suis désolé, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, sortons du code et parlons de mécanique par exemple, il y a aussi l'expérience de l'humain sur ce moteur-là, ce modèle de moteur-là, vous devez faire attention à ce machin-là qui est pas documenté justement. C'est de bien serrer cette vis-là ou de tourner un quart de tour cette vis-ci, etc. Parce que ça, c'est de l'expérience de pratique de mécanicien depuis 10 ans sur ce type de moteur et que jamais personne ne l'a documenté, enfin en tout cas pas le fabricant, ne l'a documenté dans quelques parce que ce serait peut-être pas une bonne publicité pour lui tout simplement de l'écrire quelque part noir sur blanc en disant faites attention à ceci ou faites attention à cela. À un moment donné, l'intelligence artificielle ne va se contenter que de très peu. S'il n'y a pas l'expérience humaine derrière, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus cette expérience humaine. Enfin, de nouveau, je pose la question et je vois Aurélien lever la main. Et puis oui, moi c'était pour poser une autre question. On a parlé de business model de Stack Overflow. Quelle heure avez-vous ? Non. Business model de Stack Overflow, c'était la pub ? Ou il y a autre chose ? C'est vrai, sur quoi ils comment les modérateurs sont tous, enfin les contributeurs. Je pense qu'ils les modérateurs sont des contributeurs un peu avancés. Je pense un peu à la Wikipédia, me semble-t-il. Enfin, mais je peux me tromper, mais effectivement, le modèle économique, c'est une question de. Je le connais. Je me suis jamais posé la question. T'as raison. Finalement, Aurélien, c'est important. Non, je vois aussi les regards de Sébastien et Xavier qui sont qu'est-ce qui se passe ? On n'avait pas prévu cette question. Poser la question à ChatGPT juste pour déconner. Non mais je sais qu'il y avait un aspect aussi recrutement. Donc par rapport à Stack Overflow, je sais qu'il y a des boîtes qui pouvaient publier des annonces, par exemple de recrutement.
et comme c'est un site avec des développeurs, ils s'adressaient directement à leur cible. Donc je sais que ça c'est un des modèles, mais je sais pas si c'était encore d'actualité avec LinkedIn, etc. Mais en tout cas à la base, je sais qu'il y avait ça. Donc c'est leur modèle, c'est toujours leur modèle. Et la pub, quoi. Ouais, la pub, ça c'est sûr. La pub. C'est vrai qu'il y a un marché, hein. C'est une pub très ciblée, j'imagine. C'est-à-dire qu'ils font pas de la pub pour des assurances ou pour. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des jobs sur Stack Overflow. Et il y a des jobs. Voilà. On apprend des trucs. Donc on a appris un truc en plus dans cet épisode. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question avec ce mini débat. Si vous de votre côté vous avez des idées et si vous avez si ça vous pose question, n'hésitez pas à partager vos questionnements, vos réflexions avec nous via les commentaires évidemment. On se fera un plaisir de vous lire. Sébastien, tiens, juste comme ça, pour déconner, si on faisait tourner Windows sur Linux. Déconner? Mais je ne déconne jamais avec Linux, Marc. Jamais. Le promoteur Linux chez les technos, c'est toi. Je ne déconne pas. Le barbu ne déconne jamais avec des sujets sérieux. Dis-nous. Jamais. Alors, tu connais Wine? Oui. Ouais, non, t'en as déjà entendu parler, quasi tout le monde, mais Wine, c'est Wine is not an emulator, donc en fait Wine, c'est une série d'outils sous Linux qui permettent de faire tourner des exécutables Windows. Donc vous prenez n'importe quel truc, un Notepad, les .exe, vous le prenez, vous le tapez avec Wine, vous le lancez, et Notepad va se lancer sous Linux. C'est génial. Et c'est fortement utilisé dans les jeux vidéo sur Steam, la Steambox et compagnie, etc., etc. Donc Wine, mais t'es sous Linux, tu veux faire tourner un exécutable, et tu dois le lancer avec Wine, ou tu dois configurer le truc. Enfin, c'est un peu fastidieux quand même. C'est pas comme si tu le lançais comme si tu étais sous Windows. C'est pas un système d'exploitation, Wine. C'est pas. Voilà, Wine, c'est pas un émulateur, comme ils le disent très bien, et c'est pas un système d'exploitation. Alors, il y a une autre équipe qui est connue aussi, qui a fait ReactOS. ReactOS, c'est un clone réécrit totalement libre de Windows, qui, maintenant, il y a un truc qui tourne, mais c'est plutôt du niveau proche d'un 95, 98. T'es pas encore à Windows 10 ou 11 comme tu peux le voir aujourd'hui, mais ça tourne bien, c'est un bon projet, etc., etc. Mais voilà, c'est pas encore la folie. Mais du coup, là, c'est vraiment un truc, on a réécrit un OS complet, ReactOS, qui permet de faire tourner effectivement des applications Windows. Et puis il y a un gars qui se dit ouais, ok, c'est bien, mais c'est pas encore fou non plus, et qui a une idée géniale, qui est simple sur papier mais géniale. Alors son pseudo, on n'a pas son nom, c'est Ikari no Yumi. Alors apparemment ça veut dire le rêve de lumière en japonais. Je ne sais pas s'il est japonais, mais voilà, bref. Et dans le congrès, le Chaos Communication Congrès en Allemagne en décembre, a annoncé son projet. Son projet, c'est Lost 32. Alors il part d'un concept qui est vraiment sympa et vraiment simple. En fait, il se dit, mais moi je vais faire tourner Windows, non pas comme un OS réécrire de tout à zéro, mais on va faire tourner Windows sur un kernel Linux. Et donc en fait, lui, il a pris toute une série d'exécutables qui viennent de ReactOS, etc. Le projet n'est pas encore fini, mais il commence à sortir des builds, des premières builds normalement ici en janvier. Et donc le but, c'est vraiment, tu as un Linux qui boot, et au moment à la fin du boot, tu as un Windows qui est lancé et qui tourne sur base d'un noyau Linux sur lequel tu as un explorateur, tu lances les trucs, et donc tu as vraiment un Windows, mais c'est pas Windows, c'est un noyau Linux. Mais ça veut dire aussi que certaines applications, comment ça se passe, imaginons, tu as une application, n'importe laquelle, qui tourne très, très bien sous Windows, est-ce qu'il y a des contraintes liées au fait qu'on est sur un kernel Linux? Non, parce qu'en fait, il a pas tout réécrit. Il utilise le principe de Wine, pour pouvoir faire tourner n'importe quelle application Windows sur Linux, sauf que au lieu de lancer un desktop Linux, et du coup tu vas t'embêter pour aller lancer tes applications Windows, ici tu as un explorateur, un desktop Windows qui a été lancé fondamentalement avec Wine, et tout ce qui tourne avec Wine va tourner avec son projet.
Et du coup, tu as une forme de vrai faux Windows qui tourne D'accord. sous Linux. Et donc, ça part vraiment d'un autre concept en se disant, en fait, ouais, vous avez plus besoin de vous embêter avec un noyau Windows, le noyau Microsoft. On fait tout sur le noyau Linux. C'est stable, ça fait fonctionner tous les périphériques. On est parti, t'as l'USB, t'as tout comme si t'étais un Windows, sauf que le noyau de base, et donc, c'est pas le noyau de Windows. Finalement, il y a peu de contraintes. Tous les périphériques, que ce soit carte graphique, imaginons, ou autre. Ça tourne avec Wine. Si ça tourne avec Wine, ça tournera avec le Windows porté, quoi. Que Lost 32, ça c'est son truc. Alors, voilà, donc c'est quand même encore un peu le début du projet, mais l'idée fondamentalement est simple, c'est d'utiliser tous les outils qui existent plutôt que de t'embêter avec un desktop Linux. Si t'as pas envie de Linux, parce que pour un desktop Linux, fondamentalement, c'est bien. Et à quelle version de Windows ça correspondrait Alors c'est du Win 32 pour le moment qui fait tourner, donc on n'est pas demain sur une émulation, une copie d'un Windows 10 qui va tourner parfaitement. Il me semble que c'était similaire à NT4, un truc comme ça. Mais la base est là. Lui, en fait, le boulot du mec a pas été, il est important, il bosse dessus, mais c'est son idée qui est géniale, qui est simple en fait, qui est géniale en disant, en fait, plutôt que de s'embêter à faire tout un OS, l'OS il tourne. On va juste faire tourner les apps Windows comme si c'était Windows, mais c'est Linux. Écoutez, il faut être ouvert. Alors c'est Lost 32.org. Un nouveau type de façon de faire et de compter. Faut voir qui ça peut intéresser. Finalement, c'est vrai qui ça peut intéresser, ce genre de portage. Quelqu'un qui veut justement ne pas être tributaire des changements de version ou de mise à jour d'un Windows officiel, par exemple, ce serait... Oui, là, ici, t'es parti sur un non Windows, parce que c'est une distribution Linux à la base, sur qui va sortir. Et fondamentalement, ça veut dire que tu tourneras sur tout ce que Linux accepte de faire tourner. Tu n'as pas la contrainte de ce que Microsoft décide ou accepte de faire tourner. Et puis, tu n'as pas de problème de licence, parce que tu n'as pas besoin de licence pour faire tourner Wine ou pour faire tourner un Linux. Tu prends l'ISO, ou tu prends l'USB, tu l'installes sur ta machine, c'est gratuit, t'en fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment essayer d'apporter cette partie libre sur un OS qui l'est pas. Mais c'est intéressant sur de long terme. Je pense que Microsoft pourrait à un moment réagir en se disant, c'est pas con. Tu vois, ils investissent aussi beaucoup dans Linux, et donc finalement avoir une forme de convergence des systèmes en disant travaillons tous sur le même noyau. On va pas en faire un gros sujet non plus, mais puisque tu parles de ça, c'est vrai qu'il était question à un moment donné. Enfin, on s'était dit, on avait même parlé de ça ici chez les technos, du fait que le Microsoft de demain ne sera peut-être plus un éditeur d'un OS, sera autre chose, une autre entité, et laissera libre cours. Enfin, sera plutôt un éditeur de contenu et de solutions. Je ne serais pas étonné. Plutôt que de livrer des OS. Ça coûte cher, ça coûte cher, et il y a plein de ressources existantes comme c'est le cas ici. Des milliers de développeurs qui travaillent gratuitement sur un noyau et qui supportent tout. LOS32, parce que LOS32, ça fait LOS32.org, c'est une des sources, et on vous la met, justement, cette source, parmi toutes les autres sources de cet épisode, dans les sources et ressources, dans les notes de ce podcast. Merci Sébastien pour cette trouvaille. Et si on parlait pneus? Finalement, c'est vrai qu'on en parle peu des pneus chez les technos, mais moi je trouve que à un moment donné, c'est un sujet qu'on peut aborder. On se connaît bien maintenant, allons-y gaiement. Parlons pneus au Aurélien. J'étais sûr que j'allais vous surprendre avec ça. Mais j'aime bien, moi je cherche toujours des sujets qui changent de... Voilà. Alors justement, pour ne pas parler pneus, puisque Michelin, justement, c'était un peu ma news. Oui. Michelin, grande entreprise française. Tiens, d'ailleurs, vous savez non mais j'ai appris plein de trucs en préparant. Vous savez que je fais une parenthèse. Vous savez qu'il y a que 2 sociétés cotées au CAC 40 en France, dont le siège n'est pas en Île-de-France. D'accord. Et Michelin en fait partie. Oui. Ouais, exactement, puisque Michelin
est associé à Clermont-Ferrand. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, Michelin va se développer sur des marchés à très forte valeur ajoutée et vu les concurrents qu'ils ont actuellement, même si c'est les leaders mondiaux, c'est pas lentneux. Et donc, ils ont annoncé, là, tout début janvier, l'acquisition de 2 entreprises américaines. Alors déjà, voilà, je préfère entendre ce genre de news plutôt que d'autres, mais une multinationale française qui achète 2 sociétés américaines, j'applaudis. La première, c'est Cooley Group, et la deuxième, c'est Textech Industries, donc qui sont spécialisés dans les tissus enduits et les textiles techniques. Alors, faut savoir que Michelin a déjà des entreprises, possède déjà des entreprises comme l'entreprise Orca. Alors attention, Orca, c'est beaucoup de choses, hein, mais si vous cherchez, qui fait tout ce qui est textile enduit pour les bateaux, les Zodiac, les bateaux pneumatiques, notamment pour l'armée, tout ça. Et aujourd'hui, ils cherchent, par cette acquisition, à faire plus 20% de chiffre d'affaires dans l'activité polymère composite solution, qui est un des grands axes de développement de leur stratégie qu'ils ont, ce qu'ils appellent Michelin in Motion 2030. Donc, ces 2 entreprises qui ont plus de 100 ans, donc c'est pas des startups, hein, c'est des entreprises qui ont déjà pignon sur rue et qui sont dans des domaines comme quoi, par exemple la fabrication de tentes, de alors la première Cooley, donc qui est aux US dans Rhode Island, elle fait du tissage, du tricotage et de l'extrusion de polymères pour le médical, l'industrie du médical, l'étanchéité, la rétention d'eau et de produits chimiques. Je n'ai pas creusé, mais j'imagine que c'est tout ce qui est maintien de polluants, par exemple, quand il faut circonscrire des polluants voilà. La deuxième, Textech Industries, c'est une entreprise du Maine. Alors elle est plutôt dans les tissus spéciaux avec protection thermique. On en retrouve notamment sur les véhicules spatiaux, des matériaux ignifuges résistants au feu pour les fuselages des avions, et un truc que vous connaissez beaucoup plus, c'est tout ce qui est textile des sièges d'avion. Donc c'est évidemment du textile ignifuge. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai appris plein de trucs en préparant ça. Michelin, c'est quand même le leader mondial c'est celui qui vend le plus de pneus, 20%. Né en 1889, c'est pas tout jeune, 27,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et premier marché, c'est les US. 39% des ventes sont faites aux US. Oui, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Hein. Il y a encore Bridgestone, il y a, on peut les nommer, hein. Il y a Pirelli sans doute encore. Alors, Uniroyal. Il y a beaucoup de marques. Par contre, Michelin est très 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 large en termes de gamme. Bien sûr, vous connaissez les pneus de vos voitures, mais tout ce qui est militaire, aussi, agriculture, minier, gros engins, tout ça. C'est un marché incroyable. C'est un marché, poids lourd énorme aussi. L'évolution du transport et tout. Donc voilà, ils ont une concurrence très forte des marchés asiatiques et de la concurrence, de la première monte sur le marché asiatique. Mais pourtant, ils sont présents dans 26 pays, 125 000 personnes. Et je trouve ça très bien que voilà, ils osent faire des virages, faire des acquisitions à l'extérieur et notamment aux US pour essayer de conquérir des marchés sur lesquels ils sont déjà implantés, mais sur lesquels ils veulent se développer. Alors, je suis allé un peu plus loin et parce que on a l'image du bien d'homme, mais vous savez que Michelin a une image de société innovante assez forte. Alors, des choses qu'on connaît, le pneu démontable. Hein. Souvenez-vous que Michelin a été le premier à sortir le pneu pour mettre une chambre à air et autres. Le pneu ferroviaire, pneu rail, vous avez connu ça? Non, pas moi. Non. Alors non, c'était. Mais est-ce que vous savez ce que ça a donné comme nom? Non. Eh ben la Micheline. Ah oui, d'accord. La Micheline, ça vient des autorails
des autorails qui étaient équipés de pneus rail. Oui. Alors attention, c'est pas les pneus des métros, Oui, c'est c'est ça. des pneus qui vont sur le champignon du rail. C'est ça, ouais. Alors. Oui, parce que si vous avez par exemple le métro de Montréal est sur pneus, en fait, il y a des bandes de roulement en béton sur lesquelles, comme un autobus en fait, le métro est posé avec un rail, il y a un rail guide, mais la traction se fait par des pneus comme sur une voiture ou sur un camion. Et il y a des bogies si jamais le pneu éclate pour retenir le truc. Donc voilà. Donc l'autorail qu'on appelait Michelin, ça vient de Michelin, je savais pas. Les carcasses radiales, vous savez, sur les pneus, les côtés, maintenant il y a des carcasses en métal. Et donc d'ailleurs, Michelin possède des entreprises qui sont spécialisées dans tout ce qui est tréfilerie et autres structures carcasses pour les pneus. Michelin a inventé aussi le pack system, c'est ce qui permet le roulage à plat. Ça on le sait moins. Le pneu vert, on en a beaucoup entendu parler, les pneus soi-disant qui vous font gagner qui minimisent les frottements du roulement. Donc, c'est pas eux aussi qui ont fait une étude récente sur le pneu increvable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air dans le pneu, c'est une structure qui fait que... Il y a des choses là-dessus, notamment ils ont acquis des startups en France là-dessus. Mais là, je vous en renvoie un truc. Et 2015, l'avènement du pneu été-hiver. Oui. Ça, c'est aussi une invention Michelin. Alors, Michelin, c'est un argument marketing quand même assez incroyable quand on réfléchit bien, parce que voilà, tout le monde maintenant a deux jeux. Ça dépend où t'habites. Tout le monde a 2 jeux de pneus. Ah non, mais je dis pas que c'est pas efficace, mais du coup, tout le monde a 2 jeux de pneus, alors que j'en parlais encore il y a pas longtemps. J'ai pas dit ça. Non, mais j'en parlais encore il y a pas longtemps. Moi, j'ai appris à rouler sur la neige avec des pneus. 4 saisons entre guillemets, puisqu'il y avait que ça avant 2015, et ça marchait très bien. Hein. Il y avait pas plus d'accidents à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Alors pour moi, c'est l'avènement des pneus 4 saisons en 2015. Et non pas. Et avant, t'avais jeu de pneus avant, enfin pneus été, pneus hiver. Je le voyais. Tu as remplacé 2 jeux de pneus par un jeu de pneus. Ouais. Bon, peut-être. Oui. Enfin, quoi qu'il. Et en tous les cas, c'est aussi beaucoup de choses, hein, Michelin. C'est le guide. Il y a un Wikipédia très bien fait. Les services numériques via Michelin. Oui. Via Michelin, c'était les premiers. Oui, hein. C'est juste. Faut pas oublier. La cartographie. Les guides touristiques qui font que tu prends ta voiture et que tu crames de la gomme. Hein. Oui, mais guide Michelin, le fameux guide. Alors le guide Michelin, ça c'est aussi toute une histoire parce qu'il fallait l'imaginer aussi. Et c'est quand même relativement ancien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en 40, les Allemands avaient distribué des guides Michelin parmi les troupes qui allaient envahir la France pour se guider, parce que ça leur permettait aussi de savoir par où passer. Et ce qui est très drôle, c'est que l'armée américaine, quand ils ont débarqué avant le débarquement en Normandie, ont réédité le guide Michelin 1939 sur des presses américaines pour les donner aux troupes américaines, pour dire vous avez au moins cette référence-là pour essayer de trouver, vous retrouver votre chemin en France. C'est quand même pas mal, quoi. Bon, les cartes, les plaques émaillées, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a plein de choses intéressantes. Mais Michelin, c'est une grosse institution et c'est l'histoire qui tourne, le pneu qui tourne, mais et un désengagement du pneu, c'est ça qu'il faut retenir pour aller vers des services d'autres services. Donc il l'a fait, son sujet pneu. Il y est arrivé. Je sais pas si Xavier ou Sébastien ont un problème de pneu. Moi, je viens de changer les miens récemment. Sébastien, toujours content de le savoir. Ouais. Par contre, la nana qui m'a percuté à l'arrière hier n'avait pas de pneus. N'avait sans doute pas changé. Quant à Sébastien, il a toujours l'air crevé. Il fallait la faire. Il fallait en placer une fois. Enfin, il fallait faire au moins une fois, quoi. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il en pense? Enfin, on a trouvé un truc plus vieux que toi, Michelin. Bah oui. Je sais pas ce qu'il a avec mon âge depuis même avant l'enregistrement. Vous avez noté, il m'attaque là-dessus. C'est parce qu'on est dans l'année de mes 60 ans. Ça doit être ça. Si, non, je vous assure. C'est pas je vous assure. Non. On va mettre un jingle, ça va aller mieux après.
On va retendre le micro à Xavier pour parler du CES, parce qu'il faut bien que dans l'équipe, cette semaine, quelqu'un parle du CES. On en parlera certainement plus tard dans les semaines qui viennent, mais et on partagera aussi notre veille technologique dans laquelle il y aura des news liées au CES. Ça, vous le savez, on partage notre veille technologique de manière hebdomadaire maintenant via notre infolettre. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner. On parle CES, Xavier, parce que Hyundai est venu avec une nouveauté, c'est l'occasion, le CES, une nouveauté qui va équiper ces usines de nouveaux travailleurs. Voilà. C'est ça. Donc chaque année, on parle un peu du CES. On voit des écrans qui sont de plus en plus fins, des gadgets parfois inutiles. On verra des lave-linges qui lavent toujours mieux, des choses comme ça. Voilà, on fait coucou à Thierry, si je me trompe pas, qui est au moment où on enregistre en tout cas, qui reviendra peut-être avec des chouettes annonces. Mais cette année, il y a quand même une annonce qui marque un peu un tournant technologique, c'est que le robot humanoïde qui s'appelle Atlas, qui est développé par une société qui est quand même bien connue dans le secteur, qui s'appelle Boston Dynamics, ne va plus se contenter de faire des démonstrations impressionnantes sur YouTube, parce qu'on l'a déjà vu faire des saltos, on l'a vu jouer au basket, je crois, on a vu plein de trucs un peu marrants, mais ils ont dévoilé une nouvelle version d'Atlas qui a été complètement repensée. C'est le robot bipède, Atlas, c'est pas le. Ouais, c'est ça. Ça ressemble, c'est humanoïde, quoi. Donc, il est 100% électrique, il est plus compact, il est plus rapide, il est plus fort, il se déplace beaucoup plus comme un vrai humain. Et il a des vrais genoux. Il est pensé maintenant. Et surtout, il est pensé maintenant pour faire vraiment un travail industriel et pas seulement pour faire du show. En fait, il est prévu pour pouvoir soulever des charges, pour pouvoir manipuler des objets lourds, pour pouvoir se déplacer dans des environnements beaucoup plus complexes que ce qu'on a vu par le passé de manière sporadique. Vraiment exactement comme un humain le ferait dans une usine. Et ça, c'est vraiment une différence, parce que on a l'habitude quand on veut automatiser ou robotiser certains environnements, de les prévoir pour ces appareils. Par exemple, quand on parle de logistique, etc., il y a parfois des traits qui sont placés au sol et que les robots vont suivre, ou bien on fait des passages très précis. Ici, le robot a vraiment été pensé pour pouvoir s'adapter, lui, à l'environnement qui a été fait pour les humains. Donc c'est une approche un peu différente, et ils vont l'utiliser du coup plus comme un prototype, mais à partir de 2028, Hyundai a annoncé qu'ils vont le déployer dans des usines du groupe automobile, pas pour remplacer encore toute la chaîne de production, mais pour intervenir là où le travail est réputé comme étant pénible, répétitif, dangereux et difficilement automatisable par des robots classiques, comme dans les chaînes de production spéciales, où on voit vraiment que c'est à la chaîne. Donc c'est un changement de philosophie. Ici, le robot est vraiment capable donc de s'adapter à l'environnement et de monter des escaliers, par exemple, d'utiliser les outils qu'on utilise. Les portes, par exemple, elles sont faites pour être ouvertes par des humains, et c'est pas forcément facile pour une machine classique de le faire, où il faut prévoir une machine qui fait juste ça. Donc là où il y a encore une différence, c'est qu'ils ont ajouté la brique de l'intelligence artificielle. Et donc Atlas va pas seulement exécuter des mouvements programmés, mais il va percevoir son environnement, il va comprendre une tâche qu'on va lui démontrer, donc il y a du machine learning réellement, il va s'ajuster également en temps réel, et donc les tâches qu'on va lui apprendre, il va peut-être être capable aussi de les optimiser au fur et à mesure, en se différenciant de ce qu'on lui a purement appris et en apprenant de ses erreurs. Donc on parle plus d'un robot mécanique, mais d'un robot qu'il définissent comme un robot travailleur polyvalent. Maintenant, il y a une question qui arrive immédiatement quand on parle de tout ça, et c'est la chose, quand on fait des annonces comme ça, il y a directement des commentaires, oui, mais est-ce que ça va remplacer les humains? Alors, Boston Dynamics et Hyundai, ici, ils parlent plutôt d'une assistance que de remplacement. Atlas serait vraiment destiné aux tâches les plus ingrates que personne d'autre ne veut soi-disant faire, ou bien qui pourrait provoquer des blessures et accidents. Mais bon, on sait très bien que dans l'histoire de la technologie, ce qui commence par une simple aide
au bout d'un moment, ça finit par se transformer, par transformer vraiment le travail de manière profonde, quoi. Et donc, pour l'instant, il y a quand même des humains qui le font, ce travail désagréable et dangereux. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment un robot maintenant qui fait plus office de science-fiction ou de gadget de salon. Ça va devenir un acteur économique et qui aura un impact sur l'économie la société, je le précise, avec des genoux qui se plient dans le bon sens, parce que ils avaient un autre robot humanoïde, mais avec des genoux qui se pliaient dans le sens inverse. Vous vous rappelez de ça? Un peu comme l'équivalent du chien, là. C'était assez particulier. Ouais. Alors, la démo que j'ai vue ici, elle va même un peu plus loin, parce qu'en fait, le robot va tourner à 360 degrés, même aussi. Donc, par exemple, si il marche dans un sens, et par exemple, il prend une caisse et qu'il doit se retourner, au lieu de se retourner réellement, il va tourner juste le torse, par exemple. Des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a une optimisation. Ça fait mal au rein. Par rapport. Et il fait aussi des trucs du genre. La mère suce des Mais il y avait déjà eu une pseudo-démo, mais on savait pas très bien si c'était il y a 1 an ou 2, où on voyait ce genre de robot humanoïde de chez Boston Dynamics qui chargeait ou déchargeait un camion et donc prenait des boîtes de tailles différentes, mais comme le ferait effectivement un humain, mais avec peut-être plus de force ou plus de dextérité, je ne sais pas. Moins de fatigue. Peut-être aussi moins de fatigue et moins de grève. Moins de prud'homme, moins de salaire et moins de tout ce que tu veux. Voilà, ça c'était un peu la démonstration qui en était faite. Moi, ça m'étonne toujours quand on parle de robotique ou d'intelligence artificielle ou des deux mêlés, d'essayer de reproduire effectivement le form factor humain, alors que ce serait peut-être plus simple effectivement de mettre 4 roulettes, ce serait plus stable, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ici, justement, la logique, c'est que c'est plus stable si tu as 4 roulettes, mais l'environnement de travail, lui, a été pensé pour des humains. Ouais. Donc, tu as des escaliers. Or, un truc à 4 pattes pour monter les escaliers, c'est moins facile. Donc, il y aurait une cohabitation entre l'humain, le travailleur humain et le travailleur machine. On sera obligé de choisir à un moment donné, et pour l'instant, c'est encore l'humain qui gagne. C'est parce que l'humain va pas se mettre à 4 pattes, tu vois, pour pousser une porte ou autre. Mais à un moment donné, on va bien quand même adapter les usines aux robots et pas l'inverse. Enfin, on va penser les choses de manière un peu plus complète. Je sais pas si Sébastien ou Aurélien avaient un truc à rajouter par rapport à cet avenir prometteur qu'on nous annonce chez Hyundai. On n'est pas assez riche que pour jouer avec ce genre de jouets. Non, c'est vrai. Toi, tu en voudrais un à la maison parce qu'on en parle aussi de plus en plus de ce genre de robots. Ouais, mais à 40 000, 40, 50, 60 000 balles. Il y a déjà une société chinoise qui en commercialise et qui passe même pas l'aspirateur. Il y a du mal même à te servir une tasse de thé. Donc voilà. C'est ça, une Itri, 50 000 balles le robot. Tu irais dessus, toi, ou à quel prix? Quel est votre prix? Mais je vais pas monter sur le robot. Quel serait votre prix aux uns et aux autres? À partir de quel tarif vous allez commencer à réfléchir, à vous dire, tiens, oui, peut-être j'accueillerais bien un robot à ma maison? Je crois que alors à la maison c'est une chose, en entreprise c'est quand même déjà vachement différent, parce que en entreprise t'as des coûts, et effectivement si tu as des tâches qui sont vraiment répétitives et tout le temps les mêmes, poste, je claque, le tampon. Tu veux dire tu vas pouvoir très vite rentabiliser ce genre d'investissement. Donc d'un point de vue purement économique, si tu tiens pas compte de l'aspect sociétal, si tu as un robot qui coûte je sais pas moi entre 12 et 24 000 euros, ben tu l'amortis. Voilà. Tu à titre personnel. C'est pour ça que je dis à titre personnel. Je comprends la logique, y a pas de souci. Mais pour ça que je dis à titre personnel, parce que quelque part à fond perdu. C'est pour faire des tâches que t'as plus envie de faire à la maison. Tu peux passer la tondeuse ou l'aspirateur. Moi, j'ai plus de place dans le livret de famille. Mettre la table, vider ou remplir le lave-vaisselle. Il y a des enfants pour ça, non? Oui, alors ça c'est une option, effectivement, mais ça grandit et il faut les nourrir. Donc, je sais pas à partir de quel prix vous considérez qu'une aide robotique ménagère, parlons comme ça, a du sens et la somme que vous seriez prêt à mettre? Moi, je pense que ça pourrait rentrer dans les ménages si on arrive dans des budgets qui sont de l'ordre de 2500, 3500 euros dans ces zones-là. Je pense que, alors, il y a certainement des personnes avec plus de moyens qui vont
pour tester, parce que c'est neuf et pour frimer, etc. Mais je pense que si on arrive à des budgets où au niveau production de masse, on arrive à des tarifs comme ça, il y a des gens qui aujourd'hui payent des aides ménagères, etc. de manière régulière et qui ne font pas tout. Ouais, j'allais dire, ça coûte combien une aide ménagère par an? Combien de nouveau, à ce moment-là, tu l'amortis en combien de temps par rapport à une aide ménagère? Je ne sais pas quel est le tarif d'une aide ménagère. Je passe l'aspirateur moi-même. Mais quoi, c'est l'équivalent, la somme que tu dis, c'est l'équivalent de 1 an, 2 ans, 3 ans de... Alors, je sais pas, moi, j'utilise pas non plus de femme de ménage, mais non, mais par exemple, je crois que t'as droit en Belgique, il y a ce qu'on appelle les titres-services, qui sont des aides justement à l'embauche de femmes de ménage, ou d'aides ménagères. En gros, ça te coûte 10 balles de l'heure. Ça te coûte 10 balles de l'heure, mais la somme qui est payée parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est la somme payée à la personne, combien elle coûte, que ce soit toi qui payes ou pas, peu importe. Mais maintenant, il y a un supplément parce que les coûts ont augmenté un petit peu. Donc, je crois qu'on est aux alentours de 12-13 euros réellement de l'heure. Et la Belgique annonce 200 euros, je crois. Oui, mais l'aide ménagère, combien elle gagne? Elle gagne pas 12 euros de l'heure, elle gagne bien plus. Non, oui, mais c'est pas de la folie non plus. C'est une vingtaine d'euros de l'heure. On va dire 25 euros de l'heure. Imaginons. Et toi, tu parlais de 2500 euros la machine. Oui, mais ça fait 100 heures. Voilà. Ça fait 1 an. Donc 100 heures, c'est, je sais pas, enfin ça dépend un peu de... c'est 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. Ça va pas bien loin. Ça dépend de la maison. Pour un ménage normal, c'est 6 mois. 4 heures par semaine. 4 heures par semaine, 50 semaines, ça fait, disons, 200 heures. Donc ça fait... Tes 2500 euros, c'est équivalent de 6 mois d'aide ménagère humaine. Oui, et en réalité, moi, je pense qu'il y a des gens qui réfléchiraient à ça si c'est fiable, dès qu'il y aurait un amortissement aux alentours de 2 ans. Je suis quasi certain qu'il y a des gens qui opteraient pour ce genre de solution. Aux alentours des 5000 ou 7500 euros pour une machine, pour avoir un tarif raisonnable. On essaie de fixer le tarif, je le dis pour nos auditeurs, hein, à quel moment, et vous pouvez vous poser chez vous aussi la question, à quel moment vous considérez que c'est un bon investissement, ou est-ce que vous préférez avoir, effectivement, une aide ménagère humaine avec qui vous pouvez peut-être prendre un café de temps en temps et qui va peut-être vous rendre d'autres services dans la foulée qu'elle ne ferait pas normalement, comme aller faire vos courses par exemple, peu importe. Le rapport humain est-il plus important que le rapport à la machine? C'est une autre manière de poser la question. Ouais. Le prix, tu n'auras pas un prix grand public tout de suite, mais si tu te rappelles à l'époque des premiers écrans plats en Belgique, c'était en francs belges à l'époque. Ils n'ont jamais passé l'aspirateur, ces écrans plats. À l'époque, c'était 500 000 balles, c'est-à-dire en gros 12-13 000 euros. Oui, bien sûr. Ça se vendait. Après, les télévisions coûtaient très cher aussi. Pas tout le monde. Tout l'électro coûtait beaucoup plus cher à l'époque. Oui, ça se vendait. D'accord, mais ça se vendait. Donc c'est une question, il y a toujours, donc tu auras un premier public pour des prix de 15, 20, 30, 40, 50 000 euros, jusqu'à ce que tu aies des modèles plus bas de gamme qui sont en dessous des 10 000 balles. À un moment donné, tu vas, oui, et puis l'offre et la demande aidant, ça va aussi mettre Et en dessous de 10 000 balles, tu vas avoir une classe un peu plus bourgeoise qui va pouvoir commencer à se le permettre en disant, oui, quand même, franchement, pour 10 000 balles, je me fais plus... J'avais vu une interview d'un expert dans le domaine qui disait que dans 5 à 10 ans, ce type de robot domestique allait rentrer dans les ménages. Parfait pour ta pension, Marc. Voilà, c'est un objectif. Dans 30 mètres carrés. Mais dans 30 mètres carrés. Un copain. T'auras pas beaucoup de place avec ton copain. Dans une tiny house de 30 mètres carrés, de 25 mètres carrés, je vis avec un robot ménager. Bref, que nous réserve l'avenir, ça, c'est l'avenir qui nous le dira, justement. Merci Xavier pour cette information. Sébastien, qui c'est Pépol? Qui c'est Pépol? On va parler de choses un peu belges aussi dans ce podcast qui est franco-belge. Ou pas que. Mais pas que, hein, on est d'accord. Mais quand même, ça va toucher nos compatriotes belges également. Qui c'est Pépol? Pépol, c'est un standard européen pour de la facturation électronique. PE2POL. Alors, en France, vous avez commencé à en entendre parler,
vous n'avez pas encore arraché tous vos cheveux. La Belgique, si vous aviez l'image, vous verrez qu'on n'a plus aucun cheveu. PayPal est passé par là pour terminer la calvitie de la plupart des Haïti. Parce que voilà, c'est un cauchemar, on va y revenir. Mais donc c'est un standard européen qui a presque 20 ans maintenant, où ils se sont dit, on aimerait quand même que ce soit plus facile pour de la facturation entre les entreprises que des bouts de papier. Et donc ils se sont dit, on va standardiser, parce qu'on aime bien faire ça, nous. Et donc on va faire un gros XML qui va définir tout ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Beaucoup de choses qu'on peut pas faire, surtout dans un fichier, dans une facture, et puis du coup la facture sera obsolète parce que globalement on va s'échanger les fichiers et en tu B2B, sauras que tu dois entre payer professionnels. Oui. En B2B. Alors c'est effectivement en professionnel. Et donc l'Italie y est déjà passée, la Belgique a décidé de l'imposer aux entreprises, quelle que soit leur taille, depuis le 1er janvier. Donc c'est obligatoire, mais on met pas encore d'amende jusqu'au mois de mars. Et après, ils mettent des amendes à tous ceux qui sont pas enregistrés, qui savent pas recevoir ou envoyer des factures sur PayPal. Parce que c'est pas juste en envoyer, tu dois aussi pouvoir les recevoir. Et grosso modo, c'est un fichier et c'est un réseau décentralisé. Sur lequel il y a des entreprises qui se connectent et sur lequel il y a des points d'accès sur lesquels toi tu peux aller te connecter ensuite, et ces fichiers sont échangés en disant moi je vais envoyer une facture à Marc. Marc, tu as un numéro PayPal et Marc reçoit cette facture sur le prestataire que toi tu as choisi. Sur papier c'est bien. Non, ça a l'air bien comme ça, parce que c'est vrai qu'envoyer les factures, c'est pas toujours est-ce qu'il l'a bien reçu, est-ce que machin, etc. Donc ici il y a quelque chose qui est hyper standardisé, ça peut être bien, mais il y a des contraintes. Donc les contraintes, déjà c'est le format. Le format PayPal, ça a été pensé comme il y a presque 20 ans. Ça date de 2008, donc c'est un format qui est hyper verbeux, hyper structuré et hyper strict. C'est-à-dire que pour faire une facture de 2 lignes, vous avez deux articles, vous allez générer un fichier XML de 250 lignes avec le contenu tous les nœuds, toutes les informations. Parce même que si tu les as pas besoin, tu faut les toutes les infos. Ouais. Oui, et tu mets rien qu'une ligne de facture, c'est une 15-20 lignes en XML pour définir la ligne, parce que tu dois définir le taux de TVA de ta ligne, la valeur de la... Et tout ça, à chaque fois, est très très verbeux. Et très pénible, parce que le standard définit qu'en fait, tous les nœuds doivent être dans un certain ordre, avec une certaine... Enfin, voilà, la formalisation est vraiment hyper stricte, et c'est ça qu'il y a beaucoup d'IT qui se cassent la tête, parce que c'est très difficile d'avoir quelque chose de valide, et en plus la validation est parfois même est très compliquée. Tu peux faire une facture en disant tiens oui mais je me suis trompé d'un cent, j'arrondis et hop, je le remets dans mon truc et ma facture, c'est un PDF, c'est bon, c'est passé. PayPal, c'est impossible, c'est-à-dire que tu vas avoir 200 éléments dans une facture où tu vas acheter 0,62 kilos de mandarine qui est à 1,35 du kilo. C'est difficile d'avoir toujours des arrondis qui sont parfaits. Et donc si dans ton calcul de ce que tu as réellement payé et de ton calcul de ce que tu donnes à PayPal, tu as une petite différence d'un cent, ça ne se pardonne pas, c'est refusé automatiquement. Donc et le standard en même temps est suffisamment strict que pour te dire tu ne peux mettre que 2 décimales. Donc c'est très difficile de toujours arriver à avoir quelque chose de parfait. Mathématiquement parlant, c'est parfois un peu pénible. Et puis ça crée un problème philosophique. Donc effectivement, le but des États, ils s'en cachent pas. C'est comme d'aller chercher le pétrole. Et c'est écrit noir sur blanc. Et c'est bien, au moins on n'a pas d'hypocrisie derrière. C'est qu'il y a un but de contrôle derrière qui est affiché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une société qui génère ses factures, elle les envoie à
à ses clients, et puis les clients payent gentiment. Et puis si jamais, et puis ils déclarent leur TVA, en disant ce mois-ci je dois payer 1 000 € de TVA. Oh ben c'est bien, tu payes ta TVA. Et si l'État n'est pas d'accord, il doit dire je vais faire un contrôle parce que je pense que 1 000 t'essayes de m'arnaquer. C'était peut-être 2 000 que tu me devais. Et ils viennent, ils demandent tes documents, etc. Mais ici il n'y a plus besoin parce qu'en fait l'État a directement accès en permanence. Ça évite la fraude, à toutes tes factures. La fraude fiscale quoi. C'est pas mal. Ça évite la fraude, mais c'est là qu'est tout le débat. Ça évite la fraude, mais du coup, on est tous coupables. On est tous d'office coupables parce qu'on est tous contrôlés en permanence. L'État, effectivement. Alors, il y a différentes manières, différents niveaux d'intégration que PayPal a prévu. En Belgique, l'État va avoir accès. Et en France aussi, c'est 4 sur 5, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer toutes les données. C'est un peu philosophique, hein, t'as remarqué, parce que moi, si je ferme ma porte à double tour quand je pars de chez moi, c'est pas parce que je considère que tous les gens à l'extérieur sont des voleurs. Hein. C'est juste pour éviter que l'un d'entre eux ne rentre chez moi. C'est très différent. C'est philosophique. C'est qu'à partir du moment où tu sais qu'ils les ont d'office, tu donnes un pouvoir à l'État qu'il n'avait pas jusque-là. Donc en un coup, maintenant, l'État a accès tout le temps à mes données de facturation, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça dérange certaines personnes en disant, mais s'il y a un problème, la procédure existait, ils peuvent faire un contrôle et venir chercher les informations chez toi. Mais là, par définition, ils n'ont plus besoin de te prévenir, ils ont accès d'office à toutes tes factures pour faire du data mining. C'est comme le secret bancaire qui n'existe plus, qui est disparu, qui est disparu, etc., etc. Ça, c'est voilà. Oui. Mais est-ce que c'est acceptable ? C'est philosophique, hein. C'est effectivement, est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Est-ce que la technologie, dans ce sens-là, est-ce qu'elle est de quel côté ? Mais est-ce que la technologie, dans ce sens-là, devrait être du côté de l'État, du client, de l'utilisateur, etc. Est-ce que finalement, la technologie, dans ce cadre-là, elle est relativement neutre, me semble-t-il, ou je me trompe. Non, elle ne l'est pas à partir du moment où, dans le système, il est prévu que l'État ait un accès permanent. Si, effectivement, la technologie était imposée et qu'effectivement, l'État n'avait une vision, parce que les documents restent chez les prestataires, qu'à partir du moment où il y avait effectivement une volonté de contrôle, hein, et donc que tu sois prévenu, au moins tu pourrais toujours t'y opposer en disant non, je ne veux pas. Enfin, il y a toute une série de recours légaux que tu pourras avoir. Ouais. Ici, fondamentalement, il n'y en a plus parce que d'office, ils ont accès, effectivement, comme tu le dis, au compte bancaire, en tout cas en Belgique. Alors sur la France, c'est un peu la même chose, mais qui va arriver prochainement. C'est prévu pour septembre de cette année. Pour les grands groupes. Toi, ce que tu voudrais, enfin, je sais pas si tu... Et les PME, 3 mois après. Un an après. Oui. Donc, toi, ce que tu prônerais plutôt, ce serait de dire, par défaut, l'État n'a pas nécessairement un accès open bar à ces données, mais sur requête, par exemple, d'un magistrat, pourrait à ce moment-là y avoir accès. Oui. Mais parce qu'il faudrait qu'il y ait une vraie suspicion et une vraie... pas d'un magistrat. Ici, en Belgique, c'est d'un contrôle TVA, et donc, dans le cadre d'un contrôle TVA, effectivement. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu voudrais, ce que tu considérais comme moins invasif quelque part, ce serait que justement, c'est sur base d'une bribe d'enquête, on dise tiens là, il y a suspicion de fraude. Et uniquement sur base d'une suspicion de fraude qu'on pourrait venir regarder dans les comptes. Plutôt que d'y avoir accès de manière spontanée, n'importe comment, au tout venant. Oui, alors, mais même, alors, je sais que je suis un tech et donc je suis pour une simplification, mais en même temps, une automatisation, mais est-ce que on était obligé d'avoir un système sur lequel l'État a un accès d'office ? Non. Est-ce qu'il devrait y avoir une autorisation, en tout cas une validation de la part de l'entreprise pour y avoir un accès, ou en tout cas par le comptable, parce qu'il y a des comptables qui sont qui sont enregistrés, qui sont à l'ordre des comptables en Belgique, enfin et ailleurs aussi. Et donc je pense que ici tu leur enlèves une forme de droit sur le dossier, parce qu'ils pouvaient refuser les contrôles. Hein. C'est effectivement pour des cas précis. Un exemple, faut justifier si t'as une société, la police française qui débarque en Belgique chez un comptable en disant je vais avoir accès à tel dossier, le comptable pouvait dire non en disant ben non, parce que tu ne peux pas débarquer chez moi sans un représentant
de l'ordre du comptable, parce que voilà, il y a, etc., etc. Il y avait il y avait une série de garde-fous qui disparaissent parce que d'office maintenant l'État a de toute façon accès à ces données. Alors il y a une volonté derrière de lutte contre la fraude, mais la lutte contre la fraude a eu pas mal d'effets pervers avec le temps. On a fait et on accepte dans nos pays. Alors ça devient un peu politique, hein, mais on a accepté il y a une quinzaine d'années des cellules sétif en Belgique. Je suppose qu'il y a un équivalent en France qui est en fait de donner ces cellules de traitement et d'information financière. Donc en fait, tout ce qui se passe qui pourrait être considéré comme frauduleux doit être dénoncé par la banque. Tracfin en France. Ouais, Tracfin. Et donc ça doit être dénoncé par la banque, sinon la banque devient elle aussi responsable. Ce système a valu que pas mal de gens se sont retrouvés devant les PJ pour justifier des virements qui n'avaient absolument rien de frauduleux. Ça a été une débâcle dans tous les sens. Et je m'y suis retrouvé aussi alors que c'était totalement débile. Mais simplement le fait de faire des transferts réguliers vers un compte à l'étranger, par exemple, peut paraître suspect à un moment ou à un autre. Ce genre de choses, hein. C'est un exemple parmi d'autres. Mais oui, alors mais c'est débile. Moi, on avait fait une augmentation de capital à l'époque pour une société dans laquelle je suis, et la banque s'était plantée et elle avait fait le virement d'un compte puis refait vers l'autre compte. Donc il y avait juste un montant qui était passé, qui avait fait un ping-pong entre deux comptes dans la même banque, ça, ouais. Et on s'est retrouvé devant la PJ pour devoir justifier ce qui s'était passé. Et donc, je trouve qu'il y a une forme de perte de contrôle vis-à-vis de l'administration, qui a une forme de tout pouvoir. Et aujourd'hui, on donne. Je veux pas être anti-administration et tous les brûler. Je respecte ce qu'ils font. Non, mais parce que ça, sur le fond, on peut penser qu'effectivement, il y a la chasse au blanchiment d'argent, la chasse, voilà, et que de manière indiscriminée, sur certaines apparences, ils peuvent faire du contrôle sans nécessairement rentrer dans une forme de suspicion absolue, mais simplement opérer des contrôles, simplement, voilà, à la marge. J'ai un problème sur le principe, c'est que dans nos démocraties occidentales, on est en train de donner une forme de pouvoir à l'administration, surtout, parce que tu dis, ils ont accès à nos comptes, ils ont accès à nos factures. Demain, je peux te donner plein d'exemples, mais que malheureusement on peut pas enregistrer ici. À notre dossier médical. Ils ont aussi à notre dossier médical, ils ont accès à globalement tout. Et il n'y a pas de contre-pouvoir, en fait. Et donc on crée un pouvoir. En Belgique, à la base, il y a trois socles de pouvoir. On en a créé un quatrième qui n'a pas de contre-pouvoir. Et donc sur cette base, fondamentalement, en tant que citoyen, ça me pose un problème. Et donc PayPal, je trouve ça génial sur le fond, parce que on va pouvoir envoyer des factures. J'ai plus envie d'en imprimer et de les envoyer par PDF. C'est chiant. Donc là, je génère mon XML, je l'envoie toujours au même prestataire. Je sais que ça arrive et que c'est un truc. Donc le fond est bien, parce qu'il y a un standard qui harmonise tout le monde et qui va l'harmoniser de manière européenne. Donc ça va simplifier pas mal de flux. Mais il y a les petits détails qui me disent, ça me dérange en fait. Comme le fait que on contrôle nos vitesses, mais en même temps, tu vois, sur les autoroutes, les informations des déplacements sont connues aussi. Ils sont enregistrés pendant un certain temps. Et donc, si je vais voir ma maîtresse, je n'en ai pas, mais bon, voilà, je lance un message. Caroline, si tu nous écoutes. Mon aide ménagère. La police n'a pas à le savoir, et fondamentalement aujourd'hui ils le savent. Et donc tu vois, on arrive plus dans un état qui est proche finalement de ce qu'on reproche à des États. On l'a reproché dans pas mal de sujets des années précédentes à ce que l'État chinois faisait de contrôle de ses citoyens. Et en fait, on en approche tout doucement sur base. Peut-être même par mimétisme. Alors qu'on est là, oui, mais c'est pour lutter contre la criminalité. Oui, mais jusqu'où est-ce qu'on doit l'accepter ? Je voyais le doigt d'Aurélien se lever de multiples reprises depuis une demi-heure. Oui, donc je suis aussi concerné en tant que Français, même si ça sera qu'en 1er septembre 2027. Donc, moi j'ai encore... Pour les PME, mais pour les autres, c'est en 2026. Et sinon, les grands groupes, c'est 1er septembre 2026. Alors, concernant... Nous, en Belgique, on n'a pas fait de détails. C'est tout le monde au 1er janvier. Tiens dans ta face. Sinon, j'en ai très longuement discuté avec ma comptable. En France, aujourd'hui, en tant qu'employeur, tu dois déclarer à l'administration fiscale tous les salaires de tes salariés et tout le monde doit
si tu touches des intérêts dans une banque, quelle qu'elle soit, la banque va les déclarer à l'État. Ce qui fait que lorsque tu as ton impôt sur le revenu, ta déclaration de revenus que tu fais, l'État pré-remplit ta déclaration pour, soi-disant, te faciliter la vie et tu n'as juste qu'à cliquer sur valider ou corriger. Oui. Ce qu'ils sont en train de faire avec la facturation électronique, comme tu le dis très bien, c'est notamment pour toutes celles qui sont assujetties à la TVA, et c'est exactement la même chose, dans le sens où, en fait, l'État va être capable de faire ta balance de TVA, de la TVA que tu as collectée de tes factures clients, moins la TVA que tu as payée de tes fournisseurs, et donc va t'envoyer une déclaration de TVA pré-remplie avec la balance, et elle saura déjà elle pourra, anticiper ses revenus de TVA, puisque elle sera plus à l'aveugle tous les mois, 3 mois, ça dépend de comment tu es, mais en tous les cas, elle sera plus à l'aveugle, parce qu'elle verra en temps réel la balance de TVA de toutes les entreprises, donc la TVA qu'elle va collecter. Bon. Nous qui n'avons pas de budget, on s'en fout de savoir. Bref, ça c'était une parenthèse. Et ces statistiques globalement, oui, ils savent statistiquement, ils peuvent. TVA, c'est statistique. Néanmoins, ça change pas d'un mois à l'autre. Ma comptable, que je salue, si elle me regarde, ça m'étonnerait, mais bon. Tu vas aussi la voir parce qu'ils le savent. La police. Je sais. Me prenez un exemple de gens qui importent des véhicules de l'étranger, par exemple. Donc, ils payent sans TVA, ils importent de l'étranger, et qui revendent à des boîtes françaises ces véhicules, et donc ils ne doivent que de la TVA à l'État. Dans ces cas-là, ils doivent faire une auto-liquidation de la TVA. Et bon, il y a des gens qui, encore en 2026, fraudent ce genre de truc. Bien sûr. Et bon, je suis balancé entre ce que tu dis, qui est un contrôle total, et ça, et la fraude. C'est clair que... Oui. Mais des fraudes, globalement, il y en a, et il y en aura toujours. Il y a toujours un moyen de contourner le système. C'est est-ce qu'on doit accepter une surveillance plus globalisée pour des fraudes. Alors, il y a un autre point qui est problématique sur PayPal, quand même, pour les PME. Alors, je sais pas comment ça fonctionnera en France, ça on verra. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu fais 10 factures par an. La plupart des petites boîtes, des consultants, et qui font, ils ont leur petite mission, ils font toujours le même truc. Tu faisais ta facture sur un PDF, tu l'envoyais, t'étais payé, c'était gentil. Demain, tu peux plus le faire et t'es obligé de passer par un nœud, et tu dois le payer. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y en a aujourd'hui, t'as des nouveaux frais qui existent, qui vont te coûter 20-30 balles tous les mois, Oui, et qui est assez inégalitaire par rapport, parce que là, tu parles d'une société de service qui n'achète pas de matières premières, mais si tu fais des produits transformés et que tu t'achètes énormément à des fournisseurs de trucs, tu payeras la même somme. Donc, en gros, non, alors tu vas payer au nombre de factures, mais c'est qu'au nombre de factures, mais de toute façon, tu auras un minimum, ça va te coûter quelques centaines par an. Et si tu génères beaucoup de factures de petits montants, en un coup, tu peux rajouter une petite marge sur ton truc, parce que ça va te coûter cher. Il y a des grosses sociétés américaines, d'ailleurs, qui se positionnent en France et qui assènent de publicité en ce moment et ont démarché tous les comptables. Enfin, bon, bref. En tous les cas, ces gens-là, ils ont bien vu que ça allait... Ces tiers de confiance, on est obligé de passer par eux, et ils ont bien vu qu'il y avait du pognon à se faire. Nouvel exercice fiscal de 2026. Il fallait qu'on démarre avec un petit truc fiscal, un petit coup de gueule, tu vois, sous un prétexte technologique. On va pas en faire un pneu, C'est vrai, hop là, quand ça parle pas l'informatique. Donc voilà, mais c'était bien de rappeler aussi à tous ceux qui nous écoutent que la technologie s'est mise dans toutes les, et c'est assez normal, c'est quelque part dans toutes les mailles, et que de temps en temps, on l'avait dit ça aussi dans un tout autre domaine
par rapport aux caméras de surveillance, par exemple, et du coup de surveillance de masse, parce que ça peut être détourné pour utiliser autre chose, etc. C'est vrai qu'il y a, on discute de ça de temps en temps entre nous, on se dit qu'il y a encore des gens qui sont révoltés parce qu'on a mis 2 caméras dans le centre-ville. Oui, mais quelque part, ils ont peut-être pas tout à fait tort. Quand on t'écoute, Sébastien, du coup, tu vois, ça fait partie d'une ambiance qui est un petit peu, oui. Ah bah oui, mais attends, si tu me lances là-dessus, tu vois, aussi. quand on était gamin. Ah non, je te lance quand pas on était là-dessus. gamin, Non, on non, allait non, sonner non, aux portes et ça n'avait aucune incidence. Au Oui. pire, on se prenait une claque ou on se faisait engueuler, t'entendais la petite vieille de loin, elle dit bah Maintenant, il y a fais des ton caméras. bordel, etc. Aujourd'hui, bah tu vas avoir sur le groupe de Facebook du quartier une photo du truc en disant bah c'est qui ces gamins, faut leur dire de pas le faire. J'ai un exemple récent, une vidéo qui circule pour l'instant d'un livreur qui postier, je pense, qui met une enveloppe dans une boîte aux lettres et puis après qui urine sur la boîte aux lettres, ce qui a été filmé par la rigne de la maison, alors que on avait bien dit que normalement ces caméras ne pouvaient pas filmer la rue. Mais ça, tout le monde l'a un petit peu oublié aussi. Mais Faut la monter à l'envers. Voilà. Bref, passons à la suite. Allez, on conclut ce premier épisode de la saison, de l'année plutôt 2026 avec Aurélien. Et on va parler encore un petit peu d'intelligence artificielle. Difficile de s'en passer, évidemment. Rob Pike est sorti du bois et s'énerve un tout petit peu quand même. Ça commence à l'énerver, semble-t-il. Oui, donc ce Rob Pike, moi je connaissais pas ce nom. Donc ingénieur informatique qui a été un des pionniers du laboratoire Bell et puis un ancien ingénieur chez Google. Mmh. Alors ça doit être un copain à notre ami Sébastien, parce qu'il a inventé, il a participé au langage Go, à Unix, à la création de l'Unix. Plan 9, c'est un OS, je crois, mais moi c'est très ancien. Et à 9, c'est beaucoup quand même. Hein. et lors j'apprends des trucs. Lors d'un dîner, il a inventé l'UTF-8. L'UTF-8, c'est lui. C'est lui. Merci. Merci Rob. Donc, non, mais moyen de coder toutes les pages web. Hein. Il a tous les caractères de toutes les langues. Voilà, de tous les caractères de toutes les langues. Et alors pourquoi ? Donc j'ai vu un article que nous a gentiment partagé Marc. Ce gars-là, vieux de la vieille, il sort du bois et là il renverse la table. Il renverse la table. Oui, il renverse la table. Je vais pas vous lire exactement ce qu'il a écrit parce que c'est pas très politiquement correct, mais il a un langage assez cru, en tous les cas, sur l'IA, puisque donc il a publié un article dans lequel il accuse l'IA de piller, polluer et détruire le sens même du progrès technologique. Attention, je mets ça en gros, en gras, c'est son titre. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reçu une lettre écrite par l'IA qui lui dit « Mon cher Rob, vous avez fait de si belles recherches, vous avez créé de si beaux langages, si simples, vous avez créé des langages si simples, que vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et voilà. » Avec tous les artifices et tous les qualificatifs qui vont bien. Voilà, tout ce que le stagiaire bourré sait bien faire. Tout à fait. Voilà, il a bien enrobé le truc, et lui, il dit, mais non. Pour lui, alors ça va être très philosophique ce que je veux dire. Pour lui, la tech, c'est du progressisme, la promesse d'optimisation, des choses qui vont plus vite, des choses intellectuellement élaborées. Alors que l'IA, si on l'écoute, c'est dérèglement, destruction environnementale, dépenses énergétiques, extraction massive de valeurs intellectuelles, effondrement du sens du travail humain. Alors, c'est discutable, mais en tous les cas, il va plus loin. Je vous renvoie à notre premier sujet. Oui, c'est pour ça que il y avait une connexion entre les deux sujets. Donc, il dit que la gratitude automatisée devient une insulte. Donc, il parle de sa lettre, la gratitude obscène, politesse synthétique, qu'il associe à une provocation. Je vais aller plus loin.
Alors, il écrit « Vous violez la planète, vous dépensez des milliards dans des équipements toxiques et non recyclables, tout en détruisant la société, et vous prenez encore le temps de faire en sorte que vos machines répugnantes me remercient de m'efforcer de créer des logiciels plus simples. » C'est extrémiste, mais ça se tient. Enfin, en tous les cas, ce qu'il est. Rien n'est faux dans ce qu'il dit, mais c'est la manière dont il le dit qui peut être excessive ou qui est irritante, voilà. Peut-être. Et alors, on en parlait tout à l'heure, il a introduit le concept de la dette morale cumulative. Alors là, attention, c'est pour toi, Sébastien. C'est ta fête. Ouais, non mais... Je présente mes excuses au monde entier pour mon rôle involontaire, naïf et mineur dans la facilitation de cette attaque. Et alors, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que le fait de faire des logiciels libres, ouverts, de faire du Stack Overflow, de faire tout ce qui va nourrir une IA, fait qu'en fait, on est tous coupables de ce vers quoi l'IA nous mène. Ah, on devient tous complices par la force. Par la force des choses. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, on en revient à, pour lui, l'IA, c'est pas un refus. Enfin, pour lui, c'est pas un refus du progrès, l'IA, mais c'est le refus d'un progrès sans garde-fou, sans responsabilité, sans respect pour ce qu'il consomme. Franchement, alors, lisez l'article. Lisez les commentaires qui sont en dessous. Ça pique les yeux. C'est à l'acide. Ça pique les yeux. Mais on peut pas dire qu'il est. Enfin, on peut pas dire qu'il n'ait pas d'arguments. Il a des arguments. Et qu'en fait, les logiciels ouverts, les standards. Hein. On parle de l'Europe qui met des standards dans tout, qui publie tout. Les standards publics, les travaux scientifiques et académiques, aujourd'hui absorbés par des modèles propriétaires. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Je vous lance ça sur la table. Je veux pas me coucher à 3h du mat. Mais lisez ça. Moi, ça me fait vraiment réfléchir. Et en même temps, s'il y a de moins en moins de trucs sur Stack Overflow, c'est la question que j'avais. C'est pour ça que je renvoie au premier épisode. On va pas se répéter une seconde fois. Au premier sujet. Mais c'est vrai que ça pose des questions. Moi, j'ai déjà eu l'occasion dans les technos de le dire que moi, ce qui me gênait dans l'intelligence artificielle, c'était tout ce qui était création soi-disant artistique, parce que je pense que, enfin, dans tout ce qui est métier de passion de manière générale, que ça n'apportait pas nécessairement quoi que ce soit de positif. Voilà, ça c'est une opinion qui m'est personnelle, hein, je la partage volontiers, et donc je comprends ce genre de réaction un peu épidermique, mais enfin, comme souvent, je pense que la vérité est au milieu. Avant l'enregistrement de cet épisode, on parlait des avancées dans le monde médical, et je pense qu'on en reparlera justement à la faveur du CES cette année, qui est un peu orienté vers le médical, justement, m'a-t-on dit, pour peu que j'en ai lu cet après-midi. Indéniablement, ce sont des avancées qui vont dans le bon sens, qui ne volent pas le travail des gens, qui ne mettent pas les gens à la rue, etc., et qui soignent, en l'occurrence. Donc là, il y a des avancées positives. On peut pas dire le contraire. Et puis, il y a d'autres cas, et c'est peut-être pour ça qu'il dit aussi que c'est fait sans barrière, sans limitation, etc. Mais c'est vrai pour tout ce qui est industrie du web, hein. C'est l'industrie du web, il faut le savoir, c'est la seule industrie qui ne doit pas passer par des validations et des recommandations. Tu fabriques une bagnole, tu dois passer des crash tests. Tu fabriques une grue, tu dois passer des tests mécaniques. Le web, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a aucun contrôle là-dessus, de manière, enfin, aucun garde-fou entre guillemets là-dessus. C'est quelque chose qui est prouvé, hein, c'est juste ce que je dis là. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est valable dans tout, et oui. On va glisser vers des choses qui sont limite politiques. Les États se referment. Oui, c'est politique. Les États se referment, les internets se referment. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains pays du monde où voilà, on n'a pas accès à tout. Et pour autant, on a une masse sur Internet, et c'est bien
le mantra de départ d'Internet, hein, c'était que tout le monde, voilà, comme l'utopie, tu dis, peut poster. Que tout le monde ait accès au porno. Oui, enfin, quoi. Et Sauf la France. La jeune France. vous me faites perdre le fil de ce que je voulais dire. Et on a cette masse d'informations et on a, comme tu le disais tout à l'heure, on n'a plus un cerveau. Un cerveau ne suffit plus à agréger tout, à agréger, à connaître tout ça. On a trouvé des machines qui étaient capables de le faire. Mais voilà. Est-ce que ça part dans tous les sens et c'est pas aujourd'hui et dans cet épisode qu'on va régler le problème. On le réglera peut-être le mois prochain, mais pas pendant celui-ci. Mais c'est une nouvelle IA, c'est aussi, il y a aussi tout l'aspect de l'esprit critique qui est en train d'être mis à mal, parce que aujourd'hui les gens finissent par ne plus savoir quoi croire. Même une image qui bouge avec moi qui parle là, demain quelqu'un peut très bien se servir de notre vidéo ou de nos vidéos passées plutôt pour récupérer nos images et nous faire dire des conneries énormes. Voilà, et c'est à la portée de n'importe quel crétin venu. C'est ça qui fait peur, et c'est pour ça que les garde-fous, il fallait quand même en placer avant d'ouvrir les vannes en quelque sorte, parce que quand on voit la vitesse d'adoption, il y avait une courbe qui avait été partagée, je ne sais plus par quel institut, sur l'adoption de l'intelligence artificielle versus l'adoption d'Internet. Ça va 1000 fois plus vite, l'intelligence artificielle, en termes d'adoption du public. Et c'est ça qui est hors de contrôle, en fait. Sébastien, lève le doigt. Oui, et ça crée des problèmes, on n'en a pas parlé, parce que voilà, on ne va pas faire que des trucs tristes, mais ça crée énormément de problèmes dans les chaînes de production. La mémoire est en train d'exploser, les disques sont en train d'exploser. C'était pas dans les news, mais ça aurait pu y être effectivement, énorme. Tu as raison, une inflation sur la RAM, de manière générale. Et la RAM, le prix a augmenté bien plus que le Bitcoin. Hein, ceux qui vont mieux s'en sortir, vu les tarifs appliqués, ceux qui vont mieux s'en sortir, c'est Apple. Hein. Parce que eux, les tarifs de la RAM étaient déjà très très élevés, donc eux vont pouvoir amortir le choc entre guillemets, mais sur le. On a des machines au boulot avec un tera de RAM, on s'est regardé, on dit mais on est des millionnaires, nous, en fait. Si vous avez de la RAM, passez-la en banque. C'est 20, 30, 40 000 euros. C'est un peu ça. Il y a une IA, j'ai malheureusement plus le nom, mais un truc qui a été développé en France qui avait l'air super intéressant. C'était parce qu'en France, il y a eu... avant les dernières élections, on a demandé aux Français ce qu'ils voulaient. Hein. Il y a eu 400-500 000 réponses, un truc de fou. En gros, c'était impossible de pouvoir... c'est Macron qui avait demandé ça, je pense. C'est impossible de pouvoir analyser tout ce qui s'est dit. Parce que lire réellement 400-500 000 courriers, c'est juste pas possible. Humainement, c'était pas possible. Et là, il y a une IA qui a été développée en France qui permet justement d'aller agréger et récupérer les informations sur des grandes masses de données comme ça, qui aujourd'hui, on en a lu quelques-uns. Il y a beaucoup d'humains qui ont beaucoup travaillé, mais finalement, en sortir les substances, il a fallu, je pense que c'était 1 ou 2 ans pour avoir les datas en France, alors que là, en quelques heures, tu peux avoir le résultat et donc réagir. Et sur Rob Pike, je pense que le mec, bon, ça vaut la peine d'aller lire, parce que ici, Aurélien a épinglé un de ses messages. C'est un message qui vient de Blue Sky, d'ailleurs. Vous pouvez chercher robpike.io sur Blue Sky. Mais le mec, il est au vitriol sur tout. Tout le temps. Donc, il est aigri de base. Hein, c'est un caractère. Même s'il a fait beaucoup de trucs, c'est un caractère. Il est aigri et il aime bien j'en ai un qui va te faire beaucoup plaisir, Marc. Pourquoi ? Il dit, j'ai remarqué que si dans un titre d'article, il est écrit le mot pourquoi, genre pourquoi ça arrive, ou pourquoi il y a ça, etc. Il dit, tu peux être quasi garanti qu'il n'y aura pas la réponse. Le journaliste aimerait juste savoir pourquoi. Oui, mais c'est ça. Mais la manière, la titraille aujourd'hui n'est faite que pour faire du clic, plus pour informer, ou pour inciter à s'informer. Voilà. Oui. Et donc il râle comme ça tout le temps. Oui, ça peut paraître drôle. Je suis d'accord avec toi. C'est drôle dans le sens où le côté répétitif nuit en fait à son message quelque part. Ce qui est excessif est insignifiant, comme on a l'habitude de souvent dire. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que sur le fond, une fois de plus, je rejoins Aurélien. Mais il a raison sur la plupart de ces sujets. Il a raison.
raison, mais il devient inaudible parce que trop bruyant. Et c'est un peu dommage. Et en même temps, comment exprimer les choses différemment? Peut-être avec un vocabulaire plus châtié peut-être, mais ce que je veux dire, c'est à force de gueuler, ben finalement plus personne écoute, et ça c'est un vrai problème de communication. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, qui n'a plus dit grand-chose depuis un certain temps. Écoute, là, j'absorbe l'info, mais c'est pas... Voilà, je pense que tout a été dit, là. Justement, tout n'a pas été dit, mais pour cet épisode-ci, peut-être qu'on arrive à une certaine forme de conclusion, et on laisse la porte ouverte, évidemment, à nos auditeurs à s'exprimer, à exprimer ce que leur ressenti, peut-être avec d'autres mots, avec plus de références historiques ou littéraires ou autres, que simplement un article de presse qui relate les dires d'un seul spécialiste du genre. Mais c'est le genre de choses qu'on aimerait lire peut-être plus souvent, ou avec un autre vocabulaire et avec d'autres arguments pour étayer tout ça. Je vois encore Sébastien, quand il regarde en l'air, c'est qu'il regarde un de ces 18 écrans qu'il a en face de lui. Oui, je continue à lire quelques-uns de ces tweets. Ces messages sur Blue Sky. Il a une certaine colère. Il a une certaine colère. Ça serait. Je pense qu'il aurait aimé que l'informatique n'aille pas dans cette direction. Même si il dit pas que l'informatique, enfin, l'histoire de l'informatique n'est pas faite que de belles histoires. Ah non, bah oui, c'est mais comme toute histoire, de manière générale, toute technologie. Toi qui es ingénieur, Aurélien, il y a des choses qu'on sait faire et qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Mais il aime beaucoup les animaux, apparemment. Plein de photos d'animaux. Oui. Voilà. Il y a un grand cœur et pas de contradicteur parmi les animaux. Voilà. On arrive au bout de cet épisode. Merci une fois de plus pour ce sujet, Aurélien. Merci à tous les trois d'ailleurs, Xavier, Sébastien, Aurélien, pour cet épisode très riche. Et on espère avoir beaucoup de commentaires cette année. C'est un peu le vœu de début d'année, c'est d'avoir des réactions. On aimerait plus de réactions encore. Et si vous voulez en parler, on peut s'ouvrir aussi à la parole dans un épisode. Par exemple, signalez-vous, levez le bras, envoyez-nous des messages. Je pense que c'est pas les moyens qui manquent pour communiquer avec nous, donc vous trouverez sans grande difficulté, à mon avis, le moyen de communiquer avec soit l'un de nos chroniqueurs, soit avec moi-même de manière générale. Je vous rappelle le site lestechno.be, c'est là où se trouvent toutes nos archives et où sont expliquées les manières de nous écouter et de nous retrouver. Et puis, bien entendu, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, plus évidemment notre infolettre, et ça aussi, vous pourrez trouver les références via notre site web, lestechno.be. Sébastien, une dernière pour la route. Je peux une dernière à la dire. Félicitations au gagnant du prix Nobel de la littérature, Laszlo Krasznahorkai, qui ressemble exactement à quelqu'un qui devrait gagner le prix Nobel de la littérature. Voilà, il manque pas d'humour en tout cas. Tout à fait. Donc, voilà. Merci à tous, passez de bons moments en écoutant et en réécoutant cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines avec je ne sais pas quoi, au moment où je vous parle. Mais ce sera certainement un sujet fort intéressant qui sera développé par l'un de nos chroniqueurs. Passez de bons moments à l'écoute d'autres podcasts également, puisqu'on n'est pas les seuls. Et à très bientôt. Salut.